Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau débriefing. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Peter Ford, qui est un expert, on va dire, du monde arabe et de tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient. On a le plaisir de l'accueillir aujourd'hui et je trouvais que c'était intéressant d'avoir la perspective d'un anglo-saxon dans la gestion de ces conflits. Peter, bonjour. Merci Xavier. Je suis très heureux d'être là pour partager mon point de vue anglais. Comme vous le savez, j'étais ambassadeur britannique à Damas. Avant ça, j'étais ambassadeur à Bahreïn. Je suis arabisant de formation. Après la carrière diplomatique, je suis passé à l'ONU. J'ai travaillé avec une agence onusienne de réfugiés. Et depuis quelques années, je suis à la retraite, mais je continue à militer pour la justice, surtout la justice pour la Syrie. Et donc, vous avez accepté donc de témoigner, de nous amener votre expertise, on va dire, de ce monde arabisant. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à l'origine, intellectuellement, qu'est-ce qui vous a attiré, on va dire, dans cet univers arabisant? Quand j'ai intégré le Foreign Office, le ministère des Affaires étrangères britannique, à cette époque-là, au début des années 70, le Moyen-Orient était très, très important. C'était la grande priorité de la diplomatie britannique, voire occidentale, à cause du pétrole, finalement. Donc, un jeune diplomate qui était ambitieux, avait intérêt à se concentrer sur cette région importante. Je me suis donc offert pour apprendre la langue arabe difficile, qui exigeait une année d'études à temps plein. Mais à l'époque, c'était la voie de la réussite pour le jeune ambitieux diplomatique britannique. Ce n'est plus le cas. Le Moyen-Orient a perdu beaucoup d'importance. On peut en reparler tout à l'heure. Et justement, pourquoi ça a perdu justement de l'influence et de l'importance pour un jeune diplomate aujourd'hui? Surtout avec la montée de la Chine et puis la fin de l'Union soviétique. Ça a changé les données géopolitiques dans lesquelles le Moyen-Orient s'insérait. Et puis on est devenu moins dépendant point de vue pétrolier du Moyen-Orient. Puis est revenu d'autres questions de terrorisme. On ne peut jamais perdre de vue le Moyen-Orient et le terrorisme est là pour montrer les dangers de négliger la politique moyen-orientale. Mais ces dernières années, c'est plutôt l'obsession avec l'Asie qui prime. On voit ça au moins dans la politique, la diplomatie britannique et américaine. Française, je ne sais pas. Et donc, si on revient un petit peu sur l'histoire et l'approche, on va dire, du monde musulman, si on revient sur l'histoire et l'approche du monde, on va dire, du bloc anglo-américain sur le monde musulman, d'où vient, on va dire, cette approche, d'après vous? C'est uniquement le contrôle du pétrole? Il y avait d'autres éléments? Effectivement. Il y avait surtout un esprit de domination. On voulait avoir des pions
avoir des satellites dans la région. C'était la lutte d'influence avec la Russie, avec la Chine. Et donc, à un moment, il y a eu, on va dire, une modification de la perception du Moyen-Orient au niveau du Foreign Office et au niveau américain. Donc, c'est à ce moment-là, d'après vous, que ça s'est déplacé encore plus vers l'Est, vers la Chine, ou est-ce qu'il y a eu d'autres éléments, puisque, on va dire, Tony Blair a pris des positions qui étaient différentes de celles qu'il avait tenues ou qui avaient été tenues sous l'ère Thatcher sur le Moyen-Orient. Donc, comment vous expliquez tous ces éléments? Dans le cas de l'Angleterre, l'essentiel, c'est notre politique envers les États-Unis. Notre politique moyen-orientale s'oriente autour de nos intérêts avec les Américains. C'est triste, mais c'est la vérité. Notre intérêt dans le Moyen-Orient est subordonné à nos intérêts avec les Américains. Nous sommes entrés dans la guerre de l'Irak, pas pour nos propres intérêts, mais pour plaire finalement aux Américains. La France, à ce moment-là, a choisi de ne pas participer. Pour moi, c'était le dernier moment de l'indépendance française. À partir de ce moment-là, moment culminant du gaullisme, on a perdu l'indépendance européenne et française. La France a commencé à suivre une politique très très proche de celle de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Mais la guerre avec l'Irak était le point tournant. C'est le dernier acte de diplomatie, on va dire, internationale française, oui. Où on a justement choisi la diplomatie plutôt que... Un dernier spasme d'indépendance. Et donc, si on revient un petit peu à ce dernier point, pourquoi, on va dire, les trois États, l'Irak, la Libye et la Syrie, ont été, d'après vous, sont devenus des cibles? C'était pour les réserves pétrolières, c'était pour leur position géostratégique ou géopolitique? C'était parce que ces pays-là étaient très attachés à leur indépendance. Ils ne voulaient pas devenir des satellites. On ne pouvait pas tolérer des pays moyen-orientaux voulant être indépendants. À la différence des États pétroliers, les pétromonarchies et les petits rois, qui étaient très contents d'être nos clients. Mais les pays séculaires, l'Irak, la Libye, la Syrie, c'était une autre paire de manches. C'était des pays avec une histoire aussi, avec une culture qui était et une forme d'influence diplomatique, que ce soit, on va dire, anglo-saxonne pendant très longtemps ou même française. C'est vrai. Surtout la Syrie, civilisation parmi les plus anciennes du monde entier. Donc, parlons un petit peu de la Syrie, puisque vous avez été ambassadeur en Syrie. Est-ce que vous pouvez expliquer le rôle que le Ba'ath Party a joué en Irak et en Syrie, qui est un parti qui avait été fondé par Michael Aflaq, un intellectuel français qui a été entraîné à Paris. Quelle est votre, on va dire, votre expérience là-dessus? On a tendance à oublier l'importance de la pensée française, notamment dans la formation du parti Ba'ath. Le parti Ba'ath s'est inspiré en premier lieu, je crois, du Parti socialiste français. Michel Aflaq, son fondateur, a étudié à la Sorbonne, je crois.
et il a adapté les idées socialistes. Elles sont sous ses mains devenues plus nationalistes, arabo-nationalistes, mais toujours séculaires. Et je veux insister sur ce point séculaire, parce que en Europe, la question religieuse ne se présentait pas, mais dans le monde arabe, cette question était de tous les temps très importante. Mais le parti Baas a mis l'accent sur le sécularisme. Et cet élément est toujours très, très important dans la Syrie, dans le conflit syrien de nos jours. Essentiellement, c'est un conflit du sécularisme contre les tendances politico-religieuses. Et donc, ce parti a joué un rôle important dans la construction des infrastructures et dans on va dire, l'implication des politiques gouvernementales contre, on va dire, le monde religieux, contre, on va dire, les partis plus religieux. Exactement. On oublie souvent que d'abord l'invasion américaine occidentale de l'Irak. L'Irak avait une excellente infrastructure, très avancée, plus avancée que les pays pétroliers du Golfe. Tout ça a été détruit, même aujourd'hui. On n'a pas remis en place l'infrastructure qui existait auparavant. Et bien sûr, il y a eu des erreurs de la part des dirigeants du Baas, notamment la tyrannie de Saddam Hussein. Mais au fond, l'Irak de Saddam Hussein, du parti Baas, était un parti pour le peuple. Et même chose en Syrie, et non pas un fief d'un petit roi ou d'un pétro-émir. On se retrouve quand même en Syrie avec une influence on va dire, de la communauté chrétienne, malgré le fait qu'on avait le Baas Party et ils ont pris, on va dire, le parti de supporter ou de soutenir le gouvernement syrien. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et aussi pourquoi il y a eu, on va dire, une scission entre les chrétiens syriens et le bloc anglo-américain? Excellente question. Je ne suis pas sûr de savoir la bonne réponse, mais on constate en effet que les chrétiens de l'Orient en général, en Irak de même qu'en Syrie, ont été oubliés. Enfin, c'est parce que dans le cas de la Syrie, toutes les minorités chrétiennes, autres musulmans séculaires, toutes les minorités appuient le gouvernement séculaire d'Assad. C'est une vérité dans leur énorme majorité. Et cette vérité ne convient pas à la vérité des gouvernements occidentaux qui prétendent que le gouvernement d'Assad, que Assad est brutal, cruel, etc., etc. Donc, le témoignage des chrétiens syriens ne convient pas. On ne veut pas écouter ce qu'ils disent sur le plan de la tolérance, la stabilité qu'il y avait en Syrie sous Assad. On ne veut pas savoir. On ne veut pas savoir. Donc, on ne peut pas écouter. On ne les invite pas. Même dans le cas de l'Angleterre, on désinvite des évêques qui avaient été invités par quelques universités. Le gouvernement les a désinvités. Bon, ça ne convient pas. Donc, le narratif, on va dire, qui est donné par ce groupe, on va dire, religieux ou cette sous-ensemble religieux ne convient pas au narratif que l'on peut donner dans nos pays, quoi.
Donc, en fait, il y a une forme de dissociation, donc on ne les invite pas. Mais on va dire ces gens-là ont quand même soutenu le régime. Ça veut dire que le président en place, Bachar el-Assad, il soutient l'État syrien. Et nous, dans nos pays, quelque part, on le pointe du doigt pour ses erreurs, pour des crimes contre l'humanité. Donc, vous pensez qu'il y a une déconnexion entre ce qui se passe vraiment là-bas et ce qu'on nous dit? Vous pouvez répéter la question, s'il vous La, plaît? la question, c'est est-ce que ce qui se passe là-bas, réellement, on va dire un certain nombre de personnes soutiennent le gouvernement syrien, tandis que dans nos pays, en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, on parle du régime Bachar el-Assad comme si jamais il y avait un régime contre son peuple. Ce qui veut dire que lui a beaucoup plus de soutien de son peuple que ce qu'on veut nous dire. Oui, les chrétiens syriens ont été parmi les premières cibles de l'opposition syrienne, des djihadistes finalement. Il y a des villages chrétiens où il y a eu des massacres dans la région de Maaloula, tout près de Damas. Les chrétiens sont les premiers à savoir à quoi ils ont affaire. Nos gouvernements occidentaux veulent nous faire croire que les opposants, les rebelles, sont des gens bien, tolérants, démocrates, des médecins, des infirmiers, plutôt que des djihadistes cruels. Les chrétiens syriens peuvent donner un autre témoignage. Quand on se tourne un petit peu vers le rôle on va dire de l'Ouest et la manière dont on nous donne ce narratif, vous avez dit que l'approche on va dire, du bloc anglo-saxon francophone aujourd'hui était d'atteindre la Russie au travers de la Syrie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette oui, assertion? Dans le cas de la Grande-Bretagne, il y a une obsession. Nous sommes obsédés par l'URSS, par la Russie, notre voisin européen. Boris Johnson, surtout, est obsédé par le défi de la Russie. Donc, chaque réussite de la Russie est pour nous une défaite. Donc, la réussite d'Assad avec ses alliés russes représenterait pour nous et pour Johnson en particulier une défaite. Ça ne peut pas être toléré. Donc, si nous ne pouvons pas gagner en Syrie, en renversant le gouvernement, au moins nous pouvons empêcher que les choses aillent bien. Nous pouvons punir la Syrie si on ne peut pas changer le gouvernement. Finalement, ce n'est pas la Syrie qui nous intéresse. Nous n'avons pas d'intérêt, ni commerciaux, ni militaires, culturels, dans la Syrie. J'étais ambassadeur, j'étais bien placé pour le savoir. Mais la Syrie était importante à cause de ses alliances avec la Russie et l'Iran. Nous punissons la Syrie parce que nous ne pouvons pas punir suffisamment la Russie et l'Iran. Donc, la diabolisation, on va dire, de l'État syrien est pour, on va dire, justifiée par la diabolisation qu'on peut avoir de Poutine, quoi. Exactement, c'est le mot juste. On a diabolisé la Syrie et ses dirigeants. Quand, en tant qu'ambassadeur, donc l'OTAN a joué quand même un rôle important
c'est intéressant de regarder le rôle de tous ces groupes, on va dire, supra-gouvernementaux au Moyen-Orient. D'après vous, quel a été le vrai rôle de l'OTAN, on va dire, au Moyen-Orient? Quand on dit OTAN, on dit États-Unis. L'OTAN n'est qu'une émanation de la politique américaine. Personne au sein de l'OTAN dit non à l'Amérique. Jamais. Tout ce que l'Amérique veut, elle peut l'imposer à l'OTAN. Nous suivons tous la politique américaine. L'OTAN n'est qu'un instrument de la politique américaine. Il faut dire les choses comme elles sont. D'ailleurs, l'OTAN ne sert que de couverture aux politiques de confrontation des Américains, donner l'impression que toute l'Europe est avec l'Amérique dans son comportement avec la Russie. Mais l'OTAN est un fantoche des Américains. Tout à l'heure, on parlera, on va dire, de la crise du Covid avec le rôle de l'OMS et on fera un parallèle entre le rôle de l'OTAN et le rôle de WHO, de l'OMS. Mais avant, j'aimerais revenir sur un point assez particulier qui s'est passé ces derniers jours. Il y a eu un document qui a été publié sur une chaîne, un média alternatif qui s'appelle Blast, qui concerne des échanges qui auraient eu par un envoyé, Bernard-Henri Lévy, un envoyé du président Sarkozy au Qatar en 2011. Qui a, on va dire, déclaré que on avait qu'une fois qu'on avait envoyé Kadhafi à l'abattoir, l'objectif avait été de s'occuper de Bachar el-Assad. Est-ce que, enfin, je pense que vous avez eu l'occasion de regarder ce rapport. Est-ce que vous pouvez confirmer la teneur de ces propos et sa véracité? Oui, le document est tout à fait crédible. Je ne peux pas garantir qu'il soit vrai, mais son contenu et l'apparence du document sont tout à fait crédibles. D'ailleurs, il ne nous apprend pas rien de nouveau. On savait. Maintenant, on a la confirmation, c'est utile, mais on savait que la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis ont partagé le travail avec le Qatar. Le Qatar a financé les pires djihadis. Nous, on ne pouvait pas se permettre le luxe d'appuyer les djihadistes en Nusra. Succursale d'Al-Qaïda. Mais le Qatar le pouvait. C'était ça le partage de travail. Et le document révèle très bien ce partage. Même maintenant, le Qatar continue à appuyer, à la différence des autres Émirats du Golfe d'ailleurs. Le Qatar continue à appuyer les djihadistes d'Idlib. Il les porte à bout de bras. Donc, le Qatar joue un rôle, on va dire, avec les djihadistes. Quel a été aussi le rôle de l'Iran, on va dire, en Syrie? Est-ce que l'Iran a joué un rôle identique au niveau de ces groupes, on va dire, religieux? Le rôle de l'Iran a été très positif. Sans l'Iran, le gouvernement de la Syrie serait tombé il y a très longtemps. La Syrie aurait sombré dans le chaos. Il y aurait eu des massacres de chrétiens, d'autres minorités. Damas serait un émirat djihadi.
on aurait les talibans au pouvoir à Damas, si ce n'avait été pour les Iraniens et dans une grande mesure les Russes. Mais les Iraniens ont été les premiers, les tout premiers dès le début du conflit syrien. Les Russes sont venus ensuite. Mais au début, les Iraniens étaient seuls à appuyer le gouvernement syrien dans les pires jours, avec de l'argent, bien sûr, pour payer l'armée syrienne, et avec plus récemment l'approvisionnement pétrolier, malgré, face au blocus occidental. Donc, le rôle de l'Iran, nous devrions remercier l'Iran plutôt que de le condamner comme nous le faisons. Et on voit que donc l'Iran a fait l'objet d'un blocus, on va dire, du bloc anglo-américain depuis longtemps. La Syrie aussi depuis 1979. Vous avez donc été ambassadeur là-bas. Quelles ont été les sanctions et quels ont été l'impact, on va dire, sur la stabilité du pays et sur le développement du pays? Les sanctions sont là depuis 8 ans, mais elles ont été augmentées plus récemment, il y a 2 ans. L'effet sur l'économie syrienne est accablant. L'effet sur les gens ordinaires. Difficile d'obtenir du pain, difficile d'obtenir du fuel. Tout est devenu difficile, surtout à cause des effets indirects des sanctions. Indirects, parce que la Syrie ne peut pas utiliser des dollars. À cause des sanctions, ils sont interdits d'utilisation du dollar. Donc, les banques internationales voient d'un très mauvais œil tout commerce avec la Syrie. Il est presque impossible pour la Syrie d'importer quoi que ce soit. Ce n'est que grâce au marché noir avec le Liban, grâce à l'aide iranienne, que la Syrie parvient à importer quoi que ce soit. Ces sanctions sont terribles, non pas pour les gouvernants. Les gouvernants, comme toujours, vont très bien, mais pour les Syriens moyens, ordinaires, c'est affreux. C'est nous qui imposons cette souffrance, nous avec nos prétentions humanitaires. En introduction, vous avez dit qu'il y avait on va dire un mouvement de l'influence des actions, on va dire, diplomatiques vers l'Est, vers la Chine. Aujourd'hui, on voit que le Royaume-Uni, les États-Unis sont engagés dans une forme de bras de fer d'hostilité avec la Chine. On vous a entendu dire ces éléments et tenir des propos comme quoi ce bras de fer était potentiellement délicat à traiter et dangereux. Pourquoi avez-vous dit ça? C'est très, très dangereux ce que nous faisons. Nous créons un problème où il n'y avait pas de problème auparavant. C'est nous qui envoyons nos navires de guerre et nos avions dans la basse-cour de la Chine. C'est une provocation. Ce qui se passe, c'est que nous voyons que la Chine est en voie de devenir la puissance numéro un économique du monde. Nous ne pouvons pas supporter ça, surtout les États-Unis qui veulent toujours être numéro un. Donc, puisque nous ne pouvons pas gagner sur le plan économique, nous
nous utilisons notre avantage sur le plan militaire. Mais finalement, c'est jouer avec le feu. Ce ne sont pas les Chinois qui envoient des navires de guerre dans nos eaux. Le cas est ridicule. Nous allons chercher des problèmes avec la Chine. Pourquoi? C'est imbécile, mais c'est très, très dangereux. La Chine est un pays très soucieux. Il faut prendre beaucoup de soin avec la Chine. Nous jouons vraiment avec le feu. Et ce qui est intéressant, c'est de faire le lien avec le Covid, puisque en fait le Covid est venu de Chine. On vous a vu dans les 18 derniers mois dans les rues, on va dire, sortir, manifester contre les mesures anti-Covid. On n'a pas vu les Chinois aller manifester contre les mesures anti-Covid. Par contre, en Europe, dans le monde occidental, aux États-Unis, on a vu beaucoup de manifestations. Qu'est-ce qui vous a poussé à manifester ce désaccord? Oui, à première vue, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces trois thèmes, la Syrie, le covidisme, le climatisme? Ce qu'il y a en commun entre les trois thèmes, c'est que nous avons affaire aux bien-pensants. Les bien-pensants libéraux qui veulent imposer leurs idées sur la démocratie, l'humanitarisme à la Syrie, en attisant la guerre et faisant souffrir les Syriens. Ce sont ces tartuffes de nos jours sont les mêmes, sont les mêmes personnes, les mêmes organes de médias, les mêmes gouvernants qui nous imposent ces politiques restrictives au nom du covidisme qui attisent l'hystérie, qui catastrophise sur le climat. Au fond, c'est la même pensée libérale alarmiste. Ce sont les nouveaux puritains. Leur message est toujours le même. C'est la fin du monde, nous allons tous mourir, sinon par le virus, par le climat. Nous sommes coupables, nous avons péché. Vous voyez les relents religieux de l'affaire. Et regardez la jeune Greta Thunberg, elle me rappelle une petite puritaine. Elle se coiffe même à la façon, à la mode puritaine. C'est ça à quoi nous avons affaire dans les trois cas. Et personnellement, ce n'est pas suffisant d'envoyer des messages par tweet. Il faut militer. Ça veut dire descendre dans la rue. Et heureusement, en Angleterre, nous avons eu quelques réussites. Les mesures restrictives sont beaucoup moins poussées qu'en France, au moins pour le moment. Il y a plusieurs raisons à cela, mais je crois que notre résistance, et nous nous appelons les résistants, y est pour quelque chose. Et vous avez donc pu observer la différence qu'il y a entre les mesures en France et les mesures qu'il y a en Grande-Bretagne. Donc aujourd'hui, vous confirmez que, on va dire, la résistance a obtenu que le gouvernement Johnson recule sur certaines de ces mesures, comme la vaccination obligatoire, comme le pass sanitaire. Nous pouvons au moins entrer dans un restaurant sans montrer nos papiers. Nous pouvons prendre le train sans montrer nos papiers devant la Gestapo de la santé. Nous n'en sommes pas là, pas encore au moins.
Et est-ce que vous êtes, en tant qu'ambassadeur, en tant que diplomate, est-ce que vous êtes surpris que la France, qui a quand même une tradition de liberté, d'égalité, de fraternité, ne se soit pas plus élevée contre ces pertes de liberté ou ces diminutions de liberté? Oui, je crois qu'en Angleterre, ça aurait été très facilement la même chose qu'en France si l'opposition travailliste demande plus de restrictions dès le début. Si on avait le malheur d'avoir un gouvernement travailliste, en ce moment, on serait à la même page que la France. Mais nous avons, heureusement ou pas, un gouvernement dirigé par Boris Johnson, qui est très attaché à la politique du vaccin. Donc, les restrictions montrent que les vaccins ne sont pas très efficaces. Donc, paradoxalement, Johnson doit appuyer dans une certaine mesure la liberté. Et vous pensez que c'est le pragmatisme anglo-saxon que l'on retrouve au travers de ces décisions, ou c'est vraiment l'influence de la résistance qui a amené ce pragmatisme? Peut-être les deux, peut-être les deux. Mais au fond, c'est un calcul politique de la part de Johnson. Il se présente comme la personne dans le monde le premier à développer les vaccins. Il est Monsieur Vaccin. Donc, la réimposition des restrictions donnerait un message comme quoi les vaccins ne sont pas, en fin de compte, très efficaces. Il ne veut pas entrer dans cette voie. Et jusqu'à présent, il a eu raison, parce que les niveaux de maladie en Angleterre sont moindres que dans la plupart des pays européens. Peter, si vous aviez un message à envoyer à mes compatriotes français, puisque dans le cadre de ce qu'on a essayé de faire chez François, c'est on a donné énormément la parole à des étrangers de manière à pouvoir ramener leur vision des choses. Donc, on vous a entendu parler de votre vision de l'influence du monde occidental en Syrie, du fait qu'il y a, on va dire, qu'on était très, très critique du covidisme et, on va dire, des anticlimatiques, des techniques de propagande. Qu'est-ce que vous enverriez comme message, on va dire, aux Français aujourd'hui? Attention à l'intox. Attention à l'intox. Sur tous les grands thèmes, le terrorisme, la santé, le climat, l'environnement, la politique internationale. Les gouvernements veulent nous effrayer toujours. Nous sommes plus maniables comme ça. Et les médias, les médias, mass médias, sont de connivence avec les gouvernements dans tout cela. Donc, le rôle de François et d'autres organes de la presse similaires est devenu très, très important. Les gens devraient suivre assidûment ce que vous dites et maintenir l'esprit ouvert et sceptique. Attention à l'intox des médias et des gouvernements. Donc, ça veut dire se réinformer, ça veut dire garder l'esprit critique, parler entre soi, faire des analyses. Quand il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose, c'est contrôler ce qu'on vous dit? Exactement. Et ayez conscience dans votre propre jugement. Dès le début de la crise de la santé, j'avais l'impression qu'on exagérait. Et beaucoup d'experts sont d'accord avec moi. Ayez confiance dans votre propre jugement. N'écoutez pas uniquement les voix des puritains qui veulent nous contrôler et limiter.
Donc, quelque part, pour avoir le mot de la fin, si on revient un petit peu à la guerre en Irak, à un moment, on a parlé des armes de destruction massive qu'on n'a jamais trouvées. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'histoire peut se répéter. Il faut vérifier, c'est inspect, don't expect. Il faut vérifier plutôt qu'attendre. Et vous encouragez tout le monde à avoir cet esprit un petit peu plus critique pour éviter, on va dire, des erreurs de ce type-là. Exactement. Et on remarque l'utilisation des mêmes techniques de manipulation de l'opinion, fabrication d'incidents, les soi-disant armes chimiques et autres. Ils utilisent les mêmes moyens avec le covidisme, l'image des personnes dans les lits d'hôpitaux. Ce n'est pas l'analyse profonde. Une image en vaut mille analyses. On assiste au même phénomène d'intox et de fabrication d'informations. Eh bien, écoutez, Peter, merci beaucoup d'avoir passé 45 minutes avec nous pour nous donner votre expertise et partager avec nous l'expérience que vous avez du Moyen-Orient, de la Syrie plus particulièrement, et aussi d'en tirer les conséquences sur le bloc de l'Est, on va dire le bloc chinois, les relations internationales qui peuvent se passer, et pour finir, le lien avec le Covid, qui est quelque chose qui nous tient à cœur aujourd'hui, puisque c'est les mêmes techniques que vous nous expliquez, ces techniques de propagande, où vous donnez un message clair, c'est informez-vous, n'ayez pas peur, c'est peut-être moins dangereux que ce qu'il n'y paraît, et j'aime beaucoup apprécié ce terme, il faut ne pas avoir peur de l'intox. Et regardez, l'intoxication, trop d'informations tue l'information. En tout cas, merci beaucoup. Peter, peut-être le mot de la fin? Qu'est-ce que… Seulement un grand merci pour m'avoir invité. Je ne suis plus invité par les médias britanniques parce qu'ils ne veulent pas écouter un message dissident. Donc, bravo François. Et juste peut-être pour finir, Peter, vous êtes libre de parler. Aujourd'hui, vous n'avez aucun conflit d'intérêt. En général, je demande tout cela à mes invités tout au début, mais peut-être qu'on va finir par cela parce que j'ai l'impression que vous êtes un homme libre de toute affiliation. Exactement. Je suis ravi que vous ayez entamé ce sujet parce que je me vante d'être homme libre. Je n'ai jamais reçu une récompense ou paiement quelconque pour faire campagne pour la justice en Syrie. J'ai été directeur de la société anglo-syrienne que j'ai quittée récemment, mais le poste n'était pas rémunéré. Au contraire, cela m'a coûté financièrement et professionnellement. Si j'avais voulu gagner de l'argent, j'aurais été défenseur des pétromonarchies, comme l'ont fait beaucoup d'autres anciens ambassadeurs britanniques et français, je crois. Non, on n'appuie pas la Syrie pour gagner de l'argent. Bien, écoutez, Peter Ford, merci beaucoup de nous avoir donné de votre temps et de partager avec nous, Français, votre expérience. Je trouve que l'aspect multiculturel de partage est vraiment très important. C'est dans l'ADN de ce qu'on essaye de faire chez François. On en a fait beaucoup pour le monde de la Covid. En faisant intervenir des médecins, j'aimerais inviter tous ceux qui veulent venir parler et partager leur expérience, que ce soit sur le Moyen-Orient, sur la Chine, sur l'Afrique ou l'Amérique latine, sur tous ces pays qui, parfois, on a une image qui n'est pas la même que celle qui correspond pas à la réalité locale et le narratif que l'on emploie dans les médias aujourd'hui ne correspond pas forcément à cette réalité. C'est bien de restaurer ce narratif, de donner une chance à une information alternative qui bien sûr
et votre analyse et votre expérience. Merci beaucoup, Peter, aujourd'hui. Et bonne journée. Merci beaucoup.